On dit de notre pays qu'il est l'Afrique en miniature. Au centre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sa plus grande richesse, ce sont ses hommes et ses femmes. Nous sommes tous différents, mais ensemble nous partageons le même sentiment. Tous fiers d'être Camerounais. Our country is said to be the embodiment of Africa. Across the centre, from north to south, from east to west, its more precious treasures are its men and women. We are all different. Still, we all share the same feeling. We are proud to be Cameroonian. De rétrospective cette semaine. B-News One, l'information continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À Yaoundé, au Cameroun, mais accessible partout dans le monde. Notamment sur YouTube. Reportages, enquêtes, analyses, décryptage, commentaires. L'information la bonne, regardez B-News 1. La chaîne de l'information sur l'Afrique. L'actualité du continent africain. B-News One, au cœur de l'information. B-News One, le tam-tam du continent. On dit de notre pays qu'il est l'Afrique en miniature. Au centre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sa plus grande richesse, ce sont ses hommes et ses femmes. Nous sommes tous différents, mais ensemble nous partageons le même sentiment. Tous fiers d'être Camerounais. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur B-News 1. C'est votre programme Obama Time qui est ma première sortie de la semaine. Et nous parlons des partis politiques au Cameroun. Nous comptons désormais 330 partis politiques. 10 ont été agréés par le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandji, la semaine dernière. On essayera de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de la prolifération des partis politiques au Cameroun. Pourquoi certains sont considérés comme des petits partis politiques. On a l'honneur, le privilège d'avoir sur le plateau un responsable d'un parti politique. Il nous dira ce qui l'a amené à créer son parti politique, pourquoi il n'a pas adhéré au parti qui existait déjà et pourquoi il y a comme une sorte de un regard avec un tout petit mépris de ces partis qui ont été créés récemment. Vous l'écouterez au cours de ce programme. Ils seront 4 avec nous. Comme je le disais, nous avons donc l'honneur, le privilège d'avoir sur le plateau le président, le guide, si vous le voulez, du parti Jouvence. Il est administrateur civil principal. C'est un visage que vous connaissez. Monsieur Valère Bessala est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Obama. Bonsoir à vos illustres invités. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs que je suis ravi de rencontrer aujourd'hui puisque c'est ma première fois de venir chez vous à B-News. Et bonsoir à votre brillante équipe dont je reconnais certains visages que j'ai eu encadrés quelque part sous d'autres cieux. Ravi d'être parmi vous. Merci. On vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes bien le guide, parce que dans l'autorisation qui a été, du moins le communiqué de presse qui a été rendu public par le ministre de l'Administration territoriale, on parle des guides et non de président. C'est bien ça l'appellation appropriée? C'est bien, you're right. C'est bien et bien le guide, c'est pas le président national. La logique chez nous que nous avons pensé en fait celle de voir que il est important que celui qui prend la tête du parti Jouvence soit justement celui qui tient la torche, qui montre le chemin. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le parti n'a pas été créé ou Bessala n'est pas arrivé en politique pour être président de la République, ni pour être ministre, ni pour être député ou sénateur. J'ai juste décidé de faire ce sacrifice-là pour essayer de faire bénéficier aux jeunes qui n'ont pas eu la chance comme moi
peut-être de faire toutes mes études, mes écoles et ma petite expérience dans le commandement et dans l'administration profonde, de pouvoir avoir une chance de tenir leur destin. Et tenir leur destin, et c'est cette expérience-là que je veux mettre à leur disposition. Et comme vous le savez, je l'ai toujours dit, j'ai consacré 12 ans de ma vie à cela, avec toutes les péripéties que je subis déjà, dont j'en ai déjà consommé 2, et ça fait qu'il m'en reste encore 10. Ça veut dire qu'au bout de ma 50e année, je vais tout arrêter, tout balayer en politique et abandonner aux enfants. Et il y a la question qui revient. Comment un administrateur civil principal jeune se retrouve à la tête d'un parti politique, surtout de l'opposition? Ben oui, mais comme j'ai toujours l'habitude de le dire, je vois le sens de votre question et ce que j'ai eu à dire ailleurs. Je sais qu'il y a peut-être des rebonds qui se feront. Je ne suis pas arrivé en politique parce que je voudrais tellement diriger un parti politique. Nous sommes partis d'une logique très lointaine, hein, les années 2005, où nous étions dans une logique estudiantine, les grèves estudiantines 2005. Alors il y avait le leader du parti de mon frère en face, que vous aurez certainement l'honneur de présenter. Et il y avait aussi des gens comme Richard Macon, docteur Richard Macon. Il y avait Kele Gideon, il y avait Macondo. Donc pour ceux qui travaillaient avec nous de notre côté à l'université de Yaoundé 2. Et de l'autre côté, il y avait les Linjumbu, Kalai Bodé et compagnie. Donc au bout des grèves, on s'est dit, on était encore étudiants. On ne peut pas commencer à rentrer dans des choses qui vont nous dépasser. Il faut au moins chercher un emploi, il faut se stabiliser. Et puis bon, la météo politique ne nous permettait pas aussi de penser que si on y entrait, on allait forcément être quelque chose ou des quelqu'un ou alors tenir quelques rênes. Alors on s'était dit qu'on pourrait commencer cette affaire en 2018. 2018 qui était en fait pour nous dans les stats et dans les prévisions l'année probable du dernier. Je dis dernier parce qu'on ne sait jamais la volonté d'un chef et son dernier mandat, le dernier mandat des vieux. Donc on s'était dit cela comme ça et puis bon, en 2019, lorsque notre frère a décidé d'entrer en politique plus tôt, 2 ans plus tôt en 2017, il a eu d'ailleurs un très bon résultat. Il a eu un très bon résultat et nous nous sommes dit qu'on peut partir de là aussi. On peut partir de là. Et ce n'était pas une déception, c'était d'ailleurs quelque chose d'inattendu. Et moi, j'étais encore commandement, mais j'avais déjà passé 3 ou 4 ans à rédiger les textes constitutifs de Jouvence, puisqu'il s'agit bien de ce parti, Jeunesse camerounaise en politique, CYP, Cameroonian Youth in Politics. Bon, entre-temps, je sais qu'ils tergiversaient un peu avec Univers, puisqu'ils étaient en pourparlers. Je suivais cette actualité de très près. Et j'avais dû me rapprocher justement de ces lieutenants, je ne vais pas citer son nom, ils se reconnaissent, ils me regardent, pour leur dire, bon voilà, moi j'ai terminé ce qu'on s'était dit et voilà les textes. Donc si le frère comprend bien, il peut prendre ça et puis il met son nom, on continue. On était sensiblement, je crois, en novembre 2018. Novembre 2018, quand ils étaient en plein débat avec Univers, vous connaissez toute l'actualité. Et vous savez que l'élection était encore prévue pour juin 2019. Donc on arrive donc en janvier 2020, j'étais toujours pour parler avec ses lieutenants, puisque lui aussi il était au four et au moulin, donc il était pratiquement inaccessible, c'était un peu difficile. Donc j'ai compris en fait que peut-être il n'était plus dans cette logique-là. Il avait dû essayer avec OMP, et puis on a mis le pied dessus. Il a essayé encore avec les citoyens, on a encore mis le pied dessus, puisque en fait la logique du gouvernemental était qu'aucun jeune ne devrait avoir un parti politique avant les législatives municipales afin d'empêcher les initiatives jeunes ou l'entrée des jeunes en politique. Alors quand moi j'amène l'affaire, j'ai aussi compris, on m'a mis le pied dessus. On m'a mis le pied dessus. Oui, on m'a mis le pied dessus. J'ai déposé le dossier le 21 janvier 2019. Et comme on sait pratiquement mes accointances avec Cabral, puisque même dans mes analyses au commandement, quand il me fallait proposer des voix à ma hiérarchie, je leur disais toujours que les candidats de Facebook que vous négligez, ils feront quelque chose. Même pendant la présidentielle, je l'avais dit. Et bien il a eu ce résultat. Et je leur ai dit, ça va arriver, c'est comme ça, parce que je connaissais l'homme en fait. C'était un peu ça. Et puis je suivais la dynamique au quotidien. Donc une fois donc que je dépose, puisque lui, tergiversait avec Univers, je me suis dit, on ne peut pas attendre. Parce que si on continue à attendre qu'il... Mais il a eu l'ingénieuse idée d'aller à KL et il a pris le PCRN. Quand il a pris le PCRN, moi je suis resté avec le parti en main. Parce que je me disais, si j'introduis,
et qu'on me donne le papier, eh bien, on va faire la même chose qu'il a fait avec le PCRN plus tard. Bon, il allait prendre le PCRN, bon, il ne peut pas être président de deux partis, je me retrouvais donc président ou guide du parti. Enfin, guide de fait. Parce que quand je dis guide de fait, guide légal, mais en fait, guide non administratif, puisque le ministre n'avait pas délivré au bout de 90 jours le papier qu'on attendait. Mais la loi est claire, je l'ai appliquée froidement, puisque je suis aussi quand même un féru du droit. Au bout de 90 jours, l'article 7 de cette loi dit clairement qu'au bout de 90 jours, si le ministre en charge des partis ne vous délivre pas le document qu'il faut pour vous autoriser à exister, eh bien vous existez déjà. Et s'il ne vous a pas notifié par les voies normales le rejet de votre dossier, donc moi j'ai continué à exister. Vous verrez par exemple le numéro 2 sur cette liste de 11 partis au Nana, qui avait créé justement OMP, lui s'est rebiffé. Lui il savait que tant qu'il n'a pas le papier, il ne peut pas avancer. Bon, moi j'ai dit, la loi c'est la loi. Et j'ai saisi le président du conseil électoral en mois de novembre de la même année, puisqu'on avait repoussé les élections pour février. Et j'ai rencontré le directeur général de l'ECAM qui m'ont dit, on applique la loi, j'ai apporté tout le document. Ils m'ont dit, et je suis parti aux élections dans la ville de Soie, où on a obtenu 19,67%. Donc voilà, le parti existe avant ce papier. En fait, c'est ça la petite histoire pour ne pas être plus long. Ok, donc il est juste venu formaliser quelque chose qui existait déjà sur le plan... c'est une régularisation, comme on dit en droit. On va accueillir notre deuxième invité qui était déjà avec nous il n'y a pas longtemps. Il est journaliste diplômé de l'ESTIC. Il est l'un des responsables du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il était candidat à la dernière élection législative municipale, mais l'aventure n'a pas été gaie. Armand Okol, bonsoir. Elle était gaie. L'aventure était très gaie, M. Bamba. Vous avez gagné l'élection? On n'a pas été déclaré vainqueur, mais nous avons gagné. Ah. Et la logique chez nous, c'est que dans chaque activité c'était quelle comme circonscription déjà? C'était l'Omfundi, j'étais candidat à l'Omfundi. Ah, d'accord. Pour une raison simple, je suis à Yaoundé depuis 2000. Ça fait 21 ans que je vis à Yaoundé. Je n'ai pas voulu faire dans la tricherie qui consiste à vivre dans une localité, mais quand arrivent les suffrages, aller les solliciter dans son village parce que on est au moins certain d'avoir les suffrages de ses frères. J'estime que la politique, on l'a fait pour construire la nation et il est important de construire là où je suis. Donc, on n'a pas perdu. Évidemment, on n'a pas eu l'excellent score des camarades de M. Bessala. Nous, on a eu 9,86%. Officiellement, c'est ce qui a été proclamé, mais nous savons parfaitement que les suffrages valablement exprimés étaient largement au-dessus de cela. Nul besoin de vous rappeler qu'on a surpris dans les encablures du commissariat de Mokolo une maison dans laquelle les gens venaient émarger quand ils venaient présenter le bulletin du parti PCRN. On a alerté le commissariat, le sous-préfet, mais aussi curieux que cela paraît, c'est plutôt nos candidats, parmi lesquels un colistier, Angelo Toueli pour ne pas le nommer, qui a été séquestré dans les locaux du commissariat jusqu'à près de minuit. Donc c'est dire que dans ces conditions, il est difficile de penser qu'on a perdu. On n'a absolument pas perdu. Donc je vous renouvelle mes souhaits de bonsoir à M. Bessala également, à qui je souhaite évidemment toutes les félicitations. Félicitations, pourquoi? Parce que dans notre contexte, croyez-moi, faire légaliser une formation politique, il vous l'a dit tout à l'heure, c'est une gageure, ce n'est pas la chose la plus aisée. Et c'est ça qui m'interroge un peu, parce que quand j'ai lu le communiqué radio-presse, l'exposé de motifs, si on peut l'appeler comme ça, m'a laissé quelque peu songeur. Le ministre dit, dans le souci d'enrichir le débat politique et d'encourager l'expression des libertés chères au chef de l'État. Je me demande si le débat politique n'était pas enrichi, s'il n'existait pas, et d'où vient-il qu'on va évoquer dans ce communiqué le président de la République, comme si c'est le chante et qu'après lui, il n'y a pas des gens qui sont portés. La thématique qu'on aura tout le temps dans. Oui, d'accord, on va en parler tout à l'heure. Je répondais simplement à vos souhaits de bonsoir, même s'il faut dire sincèrement aux téléspectateurs que je n'étais pas votre premier choix. Vous sollicitiez M. Francky Mathieu, qui est vice-président chargé du contrôle interne et externe, qui se trouve au Niger. Et j'ai envie de vous dire que j'ai dû solliciter son quitus hiérarchiquement dans le parti politique. Il est mon chef.
au Niger dans le cadre de ses activités professionnelles. Ça aussi, c'est une question sur laquelle il est important de revenir très souvent. Les gens estiment que quand on est de notre génération et qu'on va en politique, c'est pour aller chercher les strapontins. Les gens ne savent pas qu'on a d'abord des activités professionnelles. Évidemment, moi je lis tous les jours dans les réseaux sociaux que je vis chez mes parents. J'ai jamais loué une chambre quelque part. Ça me fait rire. Mes parents n'ont jamais vécu à Yaoundé, ils n'ont jamais construit à Yaoundé et j'en profite peut-être pour leur dire ce soir que j'ai quitté le toit parental quand j'avais 15 ans et à 43 ans aujourd'hui sonné, je ne suis pas retourné dans le jupon de maman qui d'ailleurs, son mari et elle ne sont plus de ce monde. Alors, merci d'être avec nous ce soir à Bankol. On accueille notre troisième invité. Il est journaliste et écrivain, diplômé de l'ESTIC, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Il est également diplômé de l'Institut de relations internationales du Cameroun. André-Marie Dipamou, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Ernest Obama, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs déjà désormais abonnés à Obama Time. Merci de me recevoir. Bonsoir mes copanélistes. Comment se porte l'ESTIC, l'IRIC? Le professeur Moussanga Yamdi ne manque pas un peu aux étudiants là-bas? Vous avez des nouvelles? Disons que ça fait 4 ans que j'ai quitté l'école. Mais vous n'avez pas gardé des contacts là-bas? Tout à fait, très bon rapport sur place. D'ailleurs, j'y étais vendredi dernier à l'occasion de la présentation de 3 ouvrages du professeur Wonyu. Emmanuel, ancien secrétaire général du Conseil, Conseil économique et social et du ministère des Sports, qui a commis un magnifique ouvrage sur Edem Kodjo, un Africain entre 2 siècles, un deuxième ouvrage sur Macron l'Africain, et puis le premier ouvrage sur l'afro-pessimisme. Donc c'était vraiment un moment d'échange intense entre les différents intellectuels. Puis par aux travaux, le professeur Moussanga était absent, certainement occupé à de nouvelles fonctions du côté de l'université de Ngaoundéré et de Garoua à l'occurrence. Donc l'ambiance que j'ai vécue là-bas 4 ans après ma soutenance, disons 5 ans, parce que j'ai fini en 2016, j'ai soutenu en 2017. Donc, disons que voilà, c'était plutôt une ambiance bon enfant, une école plutôt rénovée, parce que à notre époque, on se souvient de ce bac à ordures qui était à l'entrée même de l'université et qui a fait l'objet d'une publication du docteur Richard Macon qui s'est filmé juste là à un moment donné, et c'était viral dans la toile, sur la toile. Donc, c'est un campus propre, relativement sécure, parce que avec un nouvel amphi qui n'a pas encore été inauguré, je suppose que ce sera le cas très prochainement. Et des étudiants plutôt avec plus d'avantages que nous à l'époque, c'est-à-dire les salles de classe sont climatisées par exemple, de plus en plus. Il y avait déjà la clim à notre époque, mais ce n'était pas très évident, ça ne fonctionnait pas, il fallait un entretien, mais cette fois-ci c'est... Tout va bien à l'IRIC alors? Super bien. Ce que j'ai vu vendredi, me rassure à tout le moins et rassurerait n'importe qui, y compris vous d'ailleurs. C'est pas la vie d'Armand Okol déjà? Non, absolument pas. Et croyez-moi, je suis très embêté chaque fois qu'on pinaille sur tout ce qu'il y a de plus ordinaire. C'est-à-dire, il est impensable aujourd'hui que dans une grande école, une école où on forme l'élite de ce pays, qu'on en soit encore à se réjouir de ce que les amphis soient climatisés, qu'on se réjouisse de ce qu'il y ait un amphi de 1000 places. Quand même, c'est extraordinaire. Par le passé, il n'y a pas de clim, hein? Mais c'est pas parce que... C'est normal qu'il en fasse cas. Écoutez, la règle commune ne crée pas le droit. C'est pas parce qu'avant il n'y avait pas qu'aujourd'hui on va estimer. Non, il n'est pas du tout normal. On va estimer que c'est le meilleur, on est dans le meilleur des mondes possibles, tout simplement parce que... Non, c'est pas ça le problème. Vous me direz aussi que parce que le nombre d'écoles a augmenté, le nombre d'hôpitaux a augmenté, qu'il faut se réjouir pour cela. Gouverner, c'est prévoir. Quand on a... De qualité. Voilà. La qualité du cadre. D'accord. Ok, on aura peut-être... Vous m'interrompez. Non, mais il est important de le dire, M. Obama. Sincèrement. Arrêtons de croire que le Cameroun est un pays qui vit dans l'espace. Nous sommes dans un monde et le monde évolue. Gouverner, se prévoir. Quand Aïdjo mettait sur pied l'IRIC correspondait à l'époque à un certain contexte.
l'équipe dirigeante actuelle devait non seulement savoir que les effectifs vont grimper, que l'offre en termes de filières, de formation va prendre de l'ampleur et puis envisager toutes ces questions. On ne va pas simplement parce que les années précédentes, il n'y avait pas de climatisation, qu'aujourd'hui, en 2021, on en soit encore assez réjoui parce qu'on climatise des salles où on forme l'élite intellectuelle dans notre pays. Il faut qu'on apprenne à critiquer quand ça se doit de l'être. Non pas se féliciter juste parce qu'il y a comme une simple amélioration. Est-ce que aujourd'hui l'IRIC correspond à des établissements seuls dans d'autres pays? La réponse évidemment est non. On n'a pas de débat sur l'IRIC, je voulais juste savoir comment va son école, l'école dans laquelle par laquelle il est passé. On va d'abord s'arrêter, vous savez, chaque jour dans le cadre de l'émission Obama Time vous présente une personnalité au Cameroun et notre consoeur Delphine Asiga s'est intéressée à la deuxième personnalité du pays, Nyat Difendi. Qui est-il? Le portrait n'est pas prêt? Pourtant, on m'a signalé sur le conducteur que le portrait était prêt. C'est terrible quand même. Allez, on va entrer dans le vif du sujet. On parle donc de ces partis politiques qui ont été créés récemment. Ils sont 10 au total, ce qui porte le nombre à 330 partis politiques dans notre pays, le Cameroun. Les recherches nous montrent qu'il y a des pays qui ont moins de partis politiques que le Cameroun. C'est le cas notamment de la Côte d'Ivoire, mais également du Sénégal. Les États-Unis d'Amérique ont deux principaux partis. Il y a le Parti républicain et le Parti démocrate. Il y a également les tiers partis, c'est comme ça que ça s'appelle là-bas, qui sont au nombre de 3. Qu'est-ce qui explique que dans notre pays, le Cameroun, qu'on retrouve autant de formations politiques? À qui profite l'abondance, si vous voulez, le nombre élevé de partis politiques au Cameroun? Pourquoi ces partis ne vont pas régulièrement, on ne les voit pas lors des élections, notamment présidentielles, législatives, municipales et même récemment les régionales? On va d'abord accueillir le secrétaire général du parti, vous savez que vous êtes secrétaire général de l'Offre Orange, je ne me trompe pas, c'est bien ça, vice-président de l'Offre Orange. Voilà. C'est votre retard qui m'embrouille un peu, hein. Oui, si vous étiez arrivé à temps, je n'aurais pas de soucis avec votre présentation. C'est monsieur Oscar Menguede Mbassi. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du parti de monsieur Patrick Etemé. Vous me rappelez le nom de votre parti, s'il vous plaît? Le Parti des citoyens actifs du Cameroun. Parti des citoyens actifs du Cameroun qui a reçu son agrément la semaine dernière. Oui. Et vous êtes en même temps secrétaire général de l'Offre Orange. Vice-président de l'Offre Orange. Vice-président. Alors, l'Offre Orange avait un candidat lors de la dernière élection, monsieur Hilaire Kamga. Je me trompe peut-être, c'est pas ça? Si. Pas de l'élection présidentielle, mais des élections législatives et municipales à Banjoun, dans la circonscription du Kouki à Banjoun. Je précise que l'Offre Orange est... Il n'y aura pas de chevauchement entre votre formation politique actuelle et l'Offre Orange? J'allais justement faire cette précision que l'Offre Orange est une émanation de la société civile. Et quand on connaît le reproche qu'on a toujours fait à la société civile de vouloir prendre part à des initiatives politiques, on s'est dit pourquoi pas, autant mieux se conformer maintenant et puis faire ce qui doit être fait. Puisque vous avez le micro, vous le gardez donc pour entrer dans le débat. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui la création de votre formation politique? Est-ce qu'il n'y avait pas des formations politiques qui ont des projets proches du vôtre ou semblables au vôtre, ou tout au moins dans lesquels vous auriez pu trouver une place? Merci Agnès pour cette question très très intéressante. Je dirais déjà que c'est vrai, il y a une multitude de partis politiques au Cameroun, mais et c'est ça votre question, qu'est-ce qui explique justement la création du parti des citoyens actifs du Cameroun? Je dis déjà que le nom de notre formation politique en lui seul peut déjà porte déjà la démarcation que nous voulons faire de tout ce qui existe comme parti politique. C'est pas pour dire citoyens actifs, parce que jusque là nous avons peut-être des citoyens, encore faut-il se poser la question, est-ce que nous avons véritablement des citoyens au Cameroun? On a l'impression qu'on a des populations au Cameroun qui, à un moment donné ou à un autre, et surtout lors des élections, en fait c'est au moment des élections qu'on convoque leur caractère citoyen ou alors qu'on questionne leur citoyenneté et on les appelle à venir aux élections. Au niveau du Parti des citoyens actifs du Cameroun, nous avons pour ambition justement de former le citoyen, de rappeler justement à la population camerounaise qu'elle doit être citoyenne. Et comment?
nous allons le dérouler dans notre plan d'action. Ok, d'accord. Vous avez expliqué tout à l'heure, M. Bessala, le contexte de la création de votre formation politique, mais la question, elle est la même, puisque vous êtes les deux responsables de partis politiques sur le plateau. Est-ce que vous n'auriez pas pu trouver une place dans le RDPC, l'UNDP, le MRC, les partis qui existaient déjà? Pourquoi créer absolument une formation politique? J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi le parti est né. C'est pas, je ne vais pas revenir dessus, mais je vais évoluer dans l'autre sens, le connoté de votre question, pour dire qu'en fait, Jouvence est un parti spécialisé. Ce n'est pas un parti généraliste. C'est-à-dire que nous sommes dans un environnement où tout le monde crée un parti, où monsieur tout le monde peut arriver, entrer et puis dire que je suis membre. Et à la fin, c'est la jeunesse qui trinque toujours. Que vous preniez le parti au pouvoir, que vous preniez les autres partis. Vous voyez par exemple, si vous prenez seulement le code électoral ou certains textes de partis politiques, vous allez voir qu'en cas de majorité, pas de majorité ou d'égalité entre deux listes concurrentes dans l'émulation politique au sein de l'appareil, c'est la liste à la moyenne d'âge supérieur ou la plus âgée qui généralement reprend au-dessus. J'ai dit quelques partis. Et aussi dans le code électoral, c'est écrit ainsi. Nous en sommes rendus compte parce que c'est des études que nous avons menées pendant près de 7 ou 8 ans pour le constater, arriver à ce résultat. Les années 90, on disait déjà l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. C'était un gros mensonge, puisqu'on savait pertinemment que c'était une façon pour le politique d'éloigner la jeunesse de la politique. Alors, à la suite de cette maxime, on disait aussi, non, la politique est très dangereuse, on meurt là-bas. Il y a des gens qui se tuent là-bas, ça ne se fait pas de cadeau. Et puis, on se posait la question dans l'étude, mais pourquoi ils sont toujours en politique et ils ne meurent jamais? Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Après des années, ils vieillissent même d'ailleurs. Ils ont même d'ailleurs ils ont de longues pipes en politique. Je pense au président de la République, comme j'aime à l'appeler, double lemniscat, 8-8, il a 8-8. Et la plupart sont vraiment sensiblement à cet âge-là. Mais comment ils vivent alors que la politique est censée nous tuer, nous tous? Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Plus tard, on dit encore, et d'ailleurs, c'est le président Idio qui le disait déjà, hein, dès les années 79 avec les années de Braise, il disait la jeunesse fait de lance la nation. Ça, c'était des grands discours. Hein, la jeunesse fait de lance la nation. Pour ceux qui connaissent un peu l'activité des forgerons, justement, il donne la forme au fer et puis il fait un pic au bout du fer pour que le fer puisse abattre l'animal lorsqu'il est lancé. Donc, vous voyez qu'en fait, le fer n'est qu'un objet. Fer de lance la nation, ça veut dire qu'il y a une main qui tient le fer. Alors, si vous tient le fer, que nous sommes le fer de lance la nation, moi, je suis né en 81, j'ai 40 ans. Depuis, on me dit toujours la même chose, mais je n'ai jamais vu un jeune devenir la main de lance de la nation. C'est compliqué, là. C'est compliqué. Nous sommes toujours lancés comme un objet. Quand on a besoin de ceci, des voix, on va appeler les jeunes, on leur donne 2 ou 3 petites choses et puis ils vont voter. Quand on a besoin de 2 ou 3 choses pour semer le désordre dans l'opposition, pour montrer qu'on existe face au parti au pouvoir, on prend les jeunes, on les monte en Europe, on les monte ici et puis on fait du désordre, ainsi de suite. C'est à ça que nous servons depuis. Plus loin, on se rend compte quand même que en disant aussi, non, l'école, c'est la clé du succès. C'est la clé du succès. On s'est rendu compte que des années entières, les jeunes sont allés à l'école. Nous autres, on a fait l'école. Je suis déjà très content que mon voisin de face, il ait fait lyrique. Et c'est un cadet. Alors, on a fait l'école et on se rend compte quand vous finissez l'école, moi j'ai peut-être eu cette chance de me caser. Et quand vous avez fini l'école, qui est la clé du succès, vous vous rendez compte qu'en fait, les aînés, entre-temps, ont changé le cadenas, ont changé la serrure. Alors, avec votre école, vous utilisez quel cadenas ou quelle serrure pour ouvrir votre destin. Alors, vous comprenez que c'était une filouterie permanente. Et à la fin, on s'est dit, il faut absolument que la jeunesse ait un instrument politique sain qui lui permette de se poser en politique et de s'imposer. Se poser parce qu'en fait, l'organigramme politique du Cameroun ne donne pas suffisamment de place à la jeunesse. L'organigramme politique fait le privilège à la gérontocratie. Si vous regardez l'environnement dans lequel nous vivons, les jeunes n'ont pas toujours leur place. Et nous nous sommes dit, il faut absolument spécialiser l'appareil. Mais comment le faire? Je suis déjà très content d'ailleurs que M. Okol et son parti, et d'ailleurs, ils avaient créé un bon mouvement de lancement, une petite fusée en com. 11 millions. En com, ça s'appelle. Oui, 11 millions pour déjà chauffer les masses. Et ça a donné le bon résultat qu'on a vu. Mais pourquoi les jeunes n'entrent toujours pas en politique? Parce qu'en fait, ils ont encore certaines appréhensions. Même tant sur les leaders que sur les appareils. Les appareils en place qui sont généralistes. Prenons un cas.
Les jeunes n'entrent pas en politique, et ça c'est encore un résultat de notre étude. On a constaté qu'ils n'entrent pas en politique parce qu'ils se disent ce parti a toujours existé, il n'a jamais eu de résultat. Le monsieur qui dirige ce parti y est depuis 30 ans. Il est l'ami de tel, il est l'ami de tel autre, et on a appris qu'il s'est compromis tel jour, il s'est compromis là-bas. Ça fait finalement qu'ils se disent, mais c'est des amis entre eux qui font leurs choses entre eux, et quand les élections approchent, ils viennent nous berner, et puis après les élections, on recommence là où on avait achevé avant l'élection. Donc ça fait cette affaire. Alors, il y a donc un double défi. Un leader qui soit sain, c'est-à-dire sain S-A-I-N, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse montrer patte blanche. Et pour montrer patte blanche, il faut au minimum de sacrifices. Il faut un minimum de sacrifices. Parce qu'au moins Cabral, il a fait ses sacrifices. Mais avec ce qui m'a mené à pousser le bouchon aussi à mon niveau, c'était justement de faire ce sacrifice. J'ai tout abandonné. J'aurais pu rester au commandement avec une grosse voiture, c'est un garde du corps, une résidence gratuite, de l'eau, de l'électricité, ne pas payer. C'était des privilèges. On me donne le café tous les matins, je sors, ainsi de suite. Donc, je me suis dit, ça me sert à quoi de rester dans cette zone de confort, je sais d'où je viens. Et je sacrifie 12 années de ma vie. Il faut donc des leaders qui peuvent faire ce sacrifice. Parce qu'en fait, le sacrifice, là, est la monnaie de change que les nouveaux leaders jeunes donneront aux cadets. C'est-à-dire que quand ils viennent en politique, ils se disent, voilà un monsieur qui a tout abandonné pour venir dans cette affaire pour nous convaincre. Et moi, j'y suis. Hein. Ceux qui ne savent pas, moi, j'ai 20 mois, je suis à 24 mois sans salaire. Parce que dès que j'ai décidé d'y aller, les aînés, ils ont mis une croix sur mon salaire. J'ai dit, c'est pas un problème. Parce que quand j'y allais, je savais ça à quoi m'attendre. Donc, ça ne me dit absolument rien. Alors, il faut, moi, au niveau du leader, il faut une nouvelle personne. Non, un leader qui fasse un sacrifice, qui puisse assurer les jeunes qui arrivent qu'en fait, il veut absolument, il a de bonnes intentions. Parce qu'en fait, ça ne suffit pas de créer le parti et arriver et vous dites suivez-moi, alors que la nuit, vous êtes quelqu'un d'autre. D'accord. Vous voyez, de deux, donc, et je sors par là. Il faut un appareil sain aussi. Un appareil sain, mais spécialisé. C'est pour ça que Jouvent, c'est un parti spécialisé à la jeunesse. Parce qu'en fait, nous sommes aussi partis de cette étude. Les jeunes, c'est 70%, je parle sur votre contrôle, de la population camerounaise. Si vous prenez la masse jeune entre 20, majorité électorale, et 45-50, nous sommes pratiquement dans les 55%. Alors, comment perdre l'élection à chaque fois, alors que nous avons une proportion comme celle-là? Ça veut donc dire qu'il y a un problème d'éducation de masse, comme ils ont commencé avec 11 millions, c'est une bonne chose. Et il y a aussi un problème de conviction, convaincre les jeunes de ce que nous autres qui prenons les têtes de ces partis-là, qu'on est là pour eux et qu'on est prêt à faire le sacrifice suprême pour qu'ils avancent. D'accord. C'est pour cela que, et je sors pas là, moi particulièrement, je me suis dit, il y a 330 partis, comme vous le dites, on ne peut pas avoir 330 présidents de la République. C'est impossible. Même le nombre de députés, c'est 180. C'est impossible. Le sénateur, c'est 100 seulement, c'est possible. Ben, moi, ce n'est pas mon dada. Et c'est pour ça que j'ai dit, l'autre garantie que je donne encore à la jeunesse, c'est que je ne briguerai jamais un mandat. Mais j'utiliserai ma petite expérience, mon petit cerveau que j'ai toujours utilisé pour pouvoir les amener sur ce chemin-là. C'est pour ça que je suis le guide. D'accord. Alors, c'est bien expliqué, hein, les raisons pour lesquelles lui il est devenu guide. Il y a quand même des sacrifices. Est-ce que vous comprenez également la position des autres partis politiques, tout au moins les raisons originelles qui font de leur création? On est à 330 partis politiques. Et j'ai lu hier, l'honorable Cabral Libye a réagi pendant l'émission Le Club hier, et il estimait que régulièrement, depuis 1992, dès qu'on parle d'élection, il y a pratiquement une dizaine de partis politiques qui prennent part aux échéances électorales au Cameroun. Où passent donc régulièrement les autres formations politiques? À quoi elles servent? Ou alors, c'est juste pour donner l'illusion d'une vitalité de la démocratie camerounaise? Il m'est difficile, hein, à moi de juger les initiateurs de ces formations politiques. Dans le prolongement de l'analyse faite par M. Bessala, il faut rentrer même dans le retour au multipartisme. Et il est important de parler du retour parce qu'on a parfois le sentiment que le multipartisme prend naissance en 90, ce qui n'est pas vrai. On revient au multipartisme qui avait déjà existé avant. Donc, au retour, lors de la période de retour au multipartisme, vous avez un certain nombre de formations politiques qui ont pignon sur eux. Vous avez le parti au pouvoir, vous avez l'UNDP, le SDF, vous avez l'UPC, vous avez l'ADD, le MDR dans une certaine mesure. Voilà les formations politiques qui ont pignon sur eux lors du retour au multipartisme. Évidemment, vous connaissez l'histoire. En 92, il y a une victoire écrasante de l'opposition.
lors de l'élection législative, où il suffit simplement que les 3 formations politiques de l'opposition qui ont réussi à avoir 92 députés fassent bloc, et il va forcément avoir une cohabitation, parce que forcément le Premier ministre sera issu des rangs de l'opposition et l'Assemblée nationale sera acquise en majorité à l'opposition. Ça fait que le parti au pouvoir n'aura plus la latitude, cette marge de manœuvre à imposer absolument ses choix. Il se trouve malheureusement que, à cause de la recherche, je veux dire, de l'intérêt commun, de l'intérêt individuel au détriment de l'intérêt commun, eh bien, certaines formations politiques font le choix de la traîtrise, le choix de la trahison. Celui qui est de trahir ceux qui leur ont accordé ces suffrages, parce que, en fait, le mandat de député, le mandat de conseiller municipal, c'est un mandat de représentativité. Le peuple vous confie une partie de son pouvoir pour que vous alliez le représenter. D'où viendrait-il que l'électeur décide de choisir les députés de l'opposition, mais eux, ils décident à leur niveau d'aller faire bloc avec le parti au pouvoir en lui conférant la majorité qui était un sérieux handicap pour lui. Ça fait que les Camerounais... Est-ce que ça ne répond pas peut-être à l'idéal de départ de certaines formations politiques? Vous prenez ça comme une trahison, mais peut-être que les gens sont là pour un positionnement. Non, mais c'est forcément une trahison parce que l'histoire a démontré effectivement qu'il s'agissait d'une trahison. Pourquoi est-ce que je le dis? Rappelez-vous, l'UNDP, à ces élections, a eu 68 députés élus, mais jamais plus il n'a atteint ce score. L'UPC, si mes souvenirs sont exacts, a eu 18 députés, jamais plus il n'a atteint ce niveau. Le MDR a eu 6 députés, jamais plus il n'a atteint ce score. Le SDF et son candidat, Ni John Fundi, l'histoire raconte qu'il a été victorieux à l'élection présidentielle. Et il y a un détail important à rappeler à ce niveau. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'époque, il n'y avait pas de clivage francophone et anglophone? Parce que Ni John Fundi, qui vient de Tarikon, est considéré comme un anglophone, mais pour qu'il parvienne à avoir le score qu'il a eu, même si on s'en tient simplement au score officiel qu'il a eu, cela signifie qu'en majorité, il a bénéficié des suffrages de ses compatriotes francophones. Alors, c'est forcément une trahison parce que, année après année, eh bien, cette assise politique que ces formations avaient a considérablement régressé. Cela signifie donc qu'il y a eu forcément traité. Ça fait que, désormais, ceux qui veulent intégrer la famille politique se posent des questions. Pourquoi est-ce que j'irais dans ces formations politiques qui existent depuis très longtemps? Surtout que manifestement, et les faits sont têtus, vous allez vous rendre compte que ces formations politiques qui avaient pignon sur eux lors du retour au multipartisme ont eu des accointances bizarres avec le régime. Pas besoin de vous rappeler que l'UNDP a signé une plateforme avec le parti et que les militants de la base vous disent très souvent que cette plateforme profite plus aux leaders qu'aux militants de la base. Vous savez tout ce qui a été dit entre le SDF et le parti au pouvoir. Vous savez que l'UPC a négocié avec le parti en bénéficiant de certains postes au gouvernement. Le MDR a fait pareil, l'ADD a fait pareil. Du coup, ces formations politiques qui avaient pignon sur eux ont perdu en crédibilité et en capital sympathie auprès des masses. Et pendant très longtemps, et M. Bessala l'a bien démontré tout à l'heure, il se trouve que cette vieille garde, parce qu'elle est composée en majorité des gérontocrates, a compris le danger qu'il y a à donner sens à la politique et en faisant que la majorité électorale qui est composée essentiellement des jeunes n'ait voix au chapitre en politique. C'est la raison pour laquelle on a caporalisé l'espace politique en faisant croire que c'était une affaire d'une certaine vieille garde.
en brandissant évidemment la question financière, parce qu'il est difficile de pratiquer la politique sans avoir des moyens, en brandissant même parfois les menaces, le chantage de ceux qui vont tenter d'aller en politique et qui pourraient perdre ce qui leur fait vivre, à savoir l'accès dans les différents concours, la possibilité de s'intégrer socialement. Ça fait que cette menace, à un moment donné, a sclérosé l'activité politique et les jeunes se sont dit, étant donné qu'il faut savoir choisir entre l'utile et l'agréable, l'utile étant le travail, l'utile étant avoir une sorte d'autonomie au lieu de l'agréable, eh bien, les jeunes, pour la plupart, ont décidé de se mettre à l'écart. Nous, quand nous rentrons en politique, donc, nous comprenons l'urgence qu'il y a à commencer par la sensibilisation. Et même à notre époque, la question s'est posée, celle de savoir, faut-il rentrer avec une formation politique? Mais très vite, nous avons exclu cette option pour la seule raison que nous nous sommes dit, si nous rentrons en politique maintenant avec un appareil politique, ça va paraître comme un appareil politique de plus et de trop. Les gens ne vont pas se reconnaître là-dedans. C'est pour ça qu'on a voulu trouver un dénominateur commun. C'était quoi le dénominateur commun? C'était la notion de la citoyenneté, justement. Pourquoi est-ce que les jeunes sont nombreux? Les jeunes sont ceux sur qui l'avenir est porté, mais d'où viennent-ils qui se mettent à l'écart? C'est un peu comme un supporter de football qui, lui, ne va jamais au stade, n'achète jamais les gadgets du club, ne comprend pas l'importance qu'il y a à encourager le club. Or, un spectateur qui ne va pas au stade est plus un badaud qu'un acteur. Pourtant, les spectateurs sont des acteurs clés, y compris dans le sport. Rappelez-vous, à une certaine époque, ici, les spectateurs n'allaient plus au stade et les résultats ne suivaient pas. Je voudrais vous rappeler qu'un jour, ici au stade Amadou Ahidjo, on a accordé un penalty à l'équipe du Cameroun, mais ce sont les supporters camerounais qui se sont levés et qui ont dit pas du tout. C'est pour vous dire le rôle que joue le spectateur. Donc, face à cette situation, nous nous sommes dit, travaillons d'abord sur la citoyenneté, travaillons sur l'éducation des masses, travaillons sur la sensibilisation et contribuons à faire évoluer l'acteur le plus important d'une échéance électorale, d'une consultation électorale, qui est l'électeur en lui-même. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes investis dans ce chemin. Et je peux vous le dire aujourd'hui d'ailleurs, je crois que vous le savez, quand nous sommes entrés en politique, ce n'était ni pour être candidat à l'élection présidentielle, surtout que nous ne remplissions pas les conditions, nous n'avions pas une formation politique avec des élus, mais l'idée c'était que les jeunes comprennent que la politique n'est pas une affaire réservée, mais qu'elle est une affaire de tous et que ce n'est qu'en ayant voix au chapitre, en décidant d'être militants, en décidant d'être acteurs véritablement, qu'ils auront la possibilité eux-mêmes de bâtir leur avenir. Je reviendrai tout à l'heure sur ce qui a constitué la suite. D'abord, André, dites-nous, on se pose la question. Le Cameroun, on nous parle de 25 millions d'habitants. Un pays comme les États-Unis qui a 10 fois la population du Cameroun, on parle de 250 millions d'habitants. Il n'y a que 2 principaux partis politiques. Et là-bas, on parle d'une démocratie qui est exemplaire, même si elle a été mise en mal par l'ancien président M. Trump. Qu'est-ce qui explique que dans les pays où la démocratie est prétendument embryonnaire, qu'il y ait autant de formations politiques, contrairement aux pays où la démocratie est assise, où elle est là depuis des années, des décennies? Qu'est-ce qui explique cela? Alors, merci pour la question, M. Ernest Obama. Je vais répondre en 2 temps. Premièrement, je vais, de façon sarcastique, vous rappeler les chiffres de la France. La France, c'est 517 partis politiques en 2000. 517. Donc, en 2021. En 2018, les derniers chiffres, je veux dire, la dernière présidentielle, on parlait de 300, ils étaient à 450 partis politiques à la dernière présidentielle en France.
Ils sont passés de 450 à 500, mais ça s'explique par la spécialisation des partis politiques. Et j'ai été très heureux d'apprendre qu'au Cameroun, enfin, il y a des partis qui se spécialisent, notamment en matière de jeunesse. Il y a des partis en matière des partis des handicapés, les partis écologiques, les partis de défense, les partis régionalistes. Ça se fait en France, ça se fait aux États-Unis. Aux États-Unis, l'exemple que vous avez pris, il y a il y a une polarisation de la vie politique qui n'est pas née ex nihilo. En fait, il y a une démarche centenaire, c'est-à-dire multicentenaire même d'ailleurs, qui a abouti à une élimination de facto et naturelle de certains partis politiques et n'a laissé en course que les plus aguerris en matière électorale. Au Cameroun, ce qui explique, et là c'est le deuxième moment de ma réponse, ce foisonnement de partis politiques, c'est naturellement la logique de l'offre et la demande. On est dans un marché où il y a une demande politique qui est forte, mais l'offre est faible. Désolé de le dire devant des acteurs politiques qui font un travail formidable pour doter notre espace politique d'instruments dans lesquels les jeunes, notamment, ou toutes les classes sociales, indépendamment des obédiences et autres choses, peuvent s'exprimer. Mais il se trouve que malgré les efforts qu'ils ont fournis depuis les années 90 et bien avant, et il y a une demande mieux, l'acteur politique jeune est plus exigeant. Pas simplement en matière de leader charismatique ou de gourou ou alors de guide, mais davantage en matière d'offres politiques, parce que lorsqu'on parle de politique, on parle d'idéologie. Mais est-ce que la jeunesse va être une nouvelle idéologie? Il faudrait qu'elle soit démontrée à travers un projet de société que je n'ai pas encore lu, ou alors un programme global de politique générale. Et ce sera très intéressant. C'est pourquoi vous verrez par exemple que lors de l'élection présidentielle de 2018 et l'élection législative municipale de 2020, vous avez par exemple le même candidat, une même personne qui passe d'un parti politique à un autre et qui se fait élire avec les mêmes résultats. Ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire en fait qu'il n'a pas de militants. Il n'a que des sympathisants. Et ces sympathisants ne sont pas recrutés dans son parti. Ils ne suivent pas le parti, ils suivent l'individu. Et c'est ça qui a créé toute la différence entre nos formations politiques africaines embryonnaires et des formations politiques européennes, occidentales, caucasiennes, beaucoup plus matures, beaucoup plus mûres, avec une expérience de jeu et de l'action politique où les élections régionales, par exemple, dans ces différents pays, datent de très longtemps. Or, chez nous, les élections régionales, c'est d'hier. Et peut-être qu'avec les autres échéances, cela va s'améliorer. Mais pour revenir à la question de la différence entre ces deux systèmes, il est fondamental de relever par rapport aux avancées et aux évolutions qu'on a connues dans les autres pays occidentaux notamment, qu'en Afrique, la demande, elle est forte, la suspicion, ou mieux, la relation que le politique entretient avec le citoyen n'est pas du tout une relation saine. Ça, c'est de deux. De trois, les partis politiques sont considérés, je veux dire, nous avons essayé à un moment donné de classer les partis politiques en deux grandes catégories dans notre pays. La première catégorie, c'est les partis des cadres. Et la deuxième catégorie, c'est les partis de masse. Bon, on a très peu de partis de masse aujourd'hui dans notre pays et c'est dommage. On a plus des partis de cadres où vous avez des leaders charismatiques, vous avez des gourous qui portent des idéologies et qui généralement, à la fin d'une échéance politique, meurent avec les résultats qu'ils ont pu obtenir. Mais au fond, ce qui va expliquer globalement, nous sommes en train de planquer le cœur de cette discussion que je voudrais qu'on prolonge parce qu'elle est intéressante à plusieurs points de vue. Donc, d'une manière globale, générale, ce qui va expliquer la situation actuelle de notre pays, du foisonnement, mais de l'apathie des jeunes pour la politique, mais de l'apathie même de la société en général pour la politique, c'est le fait qu'au Cameroun, il faut qu'on le sache, il n'y a qu'un seul parti politique en réalité. C'est comme en Chine. Il n'y a qu'un seul parti politique. Oui, il y a qu'un seul, je vais m'expliquer. Il y a un seul parti politique au Cameroun, c'est le cas en Chine, c'est le cas au Japon, c'est le cas aux États-Unis, mais ils s'alternent, mais ce sont les mêmes gens. C'est le cas en France, peu ou prou, mais on va peut-être approfondir. Comment j'explique cela? En Chine, au Japon, par exemple, vous avez un parti qui est là depuis 1955. Il n'a pas bougé. Au Cameroun, vous avez un parti qui est là depuis 1948. Il n'a pas bougé, sauf si je me trompe. Vous parlez de l'UNC? Je parle de l'UNC qui devient le RDPC. Et avant l'UNC, on a l'UC. Donc on a le parti d'Amadou Ahidou avec la cliente dans l'Assemblée territoriale du Cameroun avant les élections en 58, je voudrais dire, c'est-à-dire lorsqu'il gagne, il ne gagne pas, il va à l'Assemblée avec André-Marie Mbida et ils sont tous au Parlement, à l'Assemblée représentative du Cameroun. Donc là, le multipartisme existait. L'UPC, c'est 1948, mais en 58, je vous dis, le président Ahidou arrive avec l'Union camerounaise et l'UNC arrive en 66. Et en 1966, l'UNC qui se nationalise,
que l'Union nationale camerounaise veut dire qu'il n'y a plus d'autres partis politiques, on est tous dans la même idéologie. C'est cette idéologie de 60. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même deux formations politiques. Hein, si avant, je ne me trompe pas. Tout à fait. Avant 66, il y en avait plusieurs, notamment dans le Cameroun occidental, le KNDP, vous avez plein d'autres partis là-bas, et dans notre parti, occidental, il y avait des partis régionalistes. Vous avez le parti des Bamoun, les partis Bamileke, vous avez les partis... Oui, c'était comme ça qu'ils appelaient les partis à l'époque. Hein. C'était vraiment un ancrage, un syndicalisme, c'est-à-dire ce que nous voyons aujourd'hui comme sous forme de tribalisme, en fait, trouve l'essence ou la racine dans ce qui s'est passé. Tout à fait, voilà des causes lointaines de cela, puisque la politique est née au Cameroun sur des bases tribalistes, si vous voulez, ou ethnicistes. Donc, voilà là où part la chose. Donc, quand j'expliquais qu'il n'y avait qu'un seul parti politique, j'expliquais d'abord, je voulais expliquer que pendant trop longtemps, nous avons été avec un seul parti qui s'appelle le RDPC, et donc dans les mentalités, dans le schéma mental, dans la logique normative du citoyen, il n'y a qu'un seul parti qui s'appelle le RDPC. Et vous verrez que depuis que le RDPC existe, tous les autres partis font juste l'effort d'exister. Que vous appelez SDF, que vous appelez UNDP, que vous appelez PCRN, écoutez, vous n'êtes que, en fait, Jouvence et tout le reste. J'explique froidement, et je voudrais vraiment me tromper. Et j'espère que je me trompe, mais je vous dis que l'univers médiatique, politique qui nous est présenté actuellement, qui nous est servi, le résultat de ces acteurs-là et de ce système-là font que nous avons la faiblesse de croire qu'il n'existe qu'un seul parti politique. Ceci nous amène donc à comprendre quoi, au mieux, quelles sont les conséquences d'un tel état de fait. C'est qu'en réalité, on peut avoir 200 partis politiques, on peut avoir 300 partis politiques. Je ne suis pas sûr que même l'élève le plus intelligent d'une classe d'examen serait capable de vous en citer 10 ou 20 et leur leader. Mais ce qu'on connaît plus, c'est les leaders. Dès que vous allez parler de partis politiques, on va confondre le parti politique au leader. La preuve, on a plus de biaïstes que d'RDPcistes. On a plus de cabralistes que de PCRNistes. On a plus de Joshua Ossillistes que de SDF ou que de Nietzsche, vous voyez. Lorsqu'il y a des combats, des conflits au sein de même formation politique, c'est là que vous comprenez que chacun a en réalité un leader charismatique, une idée autre que celle de l'ensemble. Et il y a une recherche, ou mieux, un intérêt qui est autre que celui qui est dévolu aux partis politiques à la base. Donc vous ne comprenez pas qu'il y ait des créations chaque année, que les gens créent des partis politiques? C'est totalement logique. J'ai expliqué cela par le fait qu'il y a une demande qui est forte, premièrement. Et deuxièmement, si je vais être un peu plus profond dans mon analyse, je dirais, ou troisièmement, parce que j'ai déjà dit un deuxièmement, je dirais en troisième lieu qu'il y a, un business autour des partis politiques. Il faut le dire. Un business? Un business, notamment celui du financement des partis politiques. Premièrement, c'est une entreprise, un parti politique. Donc on le crée très simplement. Il suffit une demande. Vous faites un procès verbal de constitution, un PV. Vous présentez votre bureau. Vous faites... Et puis vous avez Sauf que le financement des partis politiques au Cameroun, il faut avoir au moins, il me semble, des élus. Hein. En 15 jours, non, il y a deux catégories. On finance le fonctionnement des partis politiques et on finance la campagne. La loi sur le financement, tous les partis politiques? La loi sur le financement des partis politiques est claire. La loi de 2000 notamment. Il y a une loi de 90 sur la création des partis, il y a la loi de 2000 sur le financement des activités des partis politiques et des campagnes électorales. Représenter. Pas représenter, monsieur Ernest Obama, la loi est claire. La loi, elle dit que tous les partis politiques bénéficient d'un accompagnement de l'État pour ce qui est de leur fonctionnement, y compris, s'il vous plaît, des campagnes de vulgarisation de peut-être, il faut connaître la loi, c'est la loi qui nous fait exister, c'est la loi de 2000 sur le financement. Et donc je disais qu'il y a toute une mafia. Et j'explique ça comment. C'est une entreprise, monsieur Ernest Obama. Autant que la mafia autour de la création des organes de presse. Vous le savez. C'est-à-dire qu'un beau matin, tout le monde, y compris nous, moi, on peut se lever, on s'organise, on va légaliser et on a 15 jours pour avoir notre parti politique. Non seulement cela nous ouvre des portes que vous ne pouvez pas imaginer en matière de financement sur le plan national, mais au plan international, ça vous ouvre également tellement de portes. Monsieur qui est là a certainement beaucoup de choses à nous dire sur les 30 millions qui ont permis de faire la caution, qui n'était pas chose facile. Donc, vous comprenez que si cela avait été en dehors d'un parti politique ou d'une formation politique, ça a été très difficile. Il fallait être organisé dans la formation politique pour pouvoir bénéficier de ces financements. Je voulais que... Vous voulez absolument réagir avant parce que je voulais que chacun dise allez-y d'abord après. Je serais bref, vous me rassurez que M. Diba est camerounais, qui vit au Cameroun.
Il est juste à côté de vous. Non, non, non. C'est un Camerounais, monsieur Okol. Il vit au Cameroun? Je crois qu'il vit au Cameroun. Non, ce que je voudrais dire à monsieur Dimamou, pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est qu'il faut éviter, s'il vous plaît, de venir sur un plateau aussi sérieux comme celui-ci et déblatérer. C'est très grave. En fait, c'est des gens comme vous, effectivement, qui contribuent à distiller du venin au sein des masses. Parce que quand vous venez ici, sur un plateau aussi important, dit qu'il y a une mafia, qu'il y a une recherche même de la part du gain en matière de financement, et qu'on finance le fonctionnement des activités du parti, ne vous limitez pas à la loi. Il n'y a rien de plus grave. C'est-à-dire, vous faites exactement comme la professionnalisation des enseignements au Cameroun. Ça fait 20 ans, ou un peu plus, qu'on parle de l'adéquation formation-emploi. Et je me demande encore aujourd'hui, lorsque vous allez dans un lycée technique, je suis moi-même un produit de lycée technique, mais croyez-moi, il ne me reste plus de la technique que j'ai apprise que le souvenir d'être passé par là. Donc, de grâce, évitez de le faire. Évitez surtout de venir donner le sentiment que ceux qui rentrent en politique vont à la recherche du gain. Mais je peux vous donner un petit exemple. Lors de la dernière élection municipale et législative, ce que le PCRN a reçu comme financement de campagne oscillait autour de 48 millions. Mais je voudrais vous rappeler que nous étions en compétition dans 33 circonscriptions administratives pour ce qui concerne des législatives. Il faut multiplier au moins 50 000. Ça, c'est le cautionnement pour être candidat conseiller municipal. Mais je ne vous parle pas de la batterie de pièces à fournir pour constituer le dossier, qui est au-delà de 50 000 francs. Je voudrais vous rappeler que nous étions candidats au municipal dans à peu près 14 circonscriptions très exactement, et qu'il faut compter 39 candidats. Le cautionnement pour être candidat député, c'est 1 million. 1 million fois 39 personnes, vous avez au moins une idée. Maintenant, il faut aller dépenser de l'argent. Ici, dans le Fundi, où nous étions 7 candidats, chaque candidat devait au moins donner une contribution personnelle de 2 millions de francs pour l'argent de la campagne. Ça fait que quand vous prenez les financements publics pour la campagne électorale, vous comparez à ce qu'on a dépensé, vous avez rapidement le gap et vous comprenez de quel côté est-ce qu'on dépense plus d'argent. Arrêtez de donner l'impression aux Camerounais qu'ils sont cons. Arrêtez de leur donner l'impression qu'ils sont pauvres. Arrêtez de leur donner l'impression qu'ils sont misérables. Et d'ailleurs, il y a une contradiction extrême dans votre propos. Vous dites, un coup, au Cameroun, on n'a pas des partis de masse. On a des partis qui sont taillés à la mesure du leader. Il n'y a pas d'idéologie. Mais j'ai envie de vous rappeler que ce que vous considérez comme le seul parti qu'il y a au Cameroun n'a pas 500 000 militants. Et à travers le monde, lorsque vous excluez les États-Unis, où là-bas, il y a la notion de citizen et de militantisme. Même en France, Macron a été élu, mais son mouvement n'avait même pas 1 million de militants. Il n'avait que des sympathisants. Et j'ai envie de vous rappeler que le RDPC, donc, qui est arrivé à la suite de l'UC et de l'UNC, lui-même, qui gagne les élections, parfois déclaré vainqueur avec 3 millions de suffrages, n'a pas 500 000 candidats, n'a pas 500 000 militants. Alors, venez donner l'impression ici qu'il y a une seule formation politique. Les autres sont des blagueurs. Les autres sont simplement des suiveurs. Les autres sont simplement calqués sur la notion de la recherche. Mais je dis, c'est fait insulte véritablement à ces gens qui, M. Bessala l'a dit tout à l'heure, font des sacrifices, mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Moi, j'ai quitté une fonction de directeur d'un média, avec tous les avantages que cela va avec. J'ai quitté une amitié sincère avec un ministre de la République, qui jusqu'à aujourd'hui m'en veut pratiquement.
Vous savez au moins ce que c'est que d'avoir un ami ministre. Vous êtes à l'abri d'un certain nombre de choses. J'ai décidé de me mettre à dos des amis, certains membres de ma famille, pour être en politique, parce que je crois à un idéal. Si aujourd'hui vous estimez que un parti comme le PCRN, je presse pour ma chapelle, vous savez, chacun voit midi à sa porte, de penser que le PCRN n'a pas une idéologie, n'a pas un projet de société, n'a pas une ambition, n'a pas une visibilité dans ce qui se fait. Et vous avez fait, j'ai envie de dire, vous avez parlé du fundraising qui a permis d'obtenir le cautionnement de financement à la candidature à l'élection présidentielle, un peu en rigolant, mais je vous dis, croyez-moi, mettez-vous dans la rue, demandez aux Camerounais de contribuer pour 1 centime pour un projet comme celui-là. Il y a très longtemps que ça ne s'est pas vu au Cameroun. N'en parlez pas avec dédain, avec cet air grandiloquent qu'ont certaines personnes qui se passent pour des savants. Je vous dis, menez une activité politique au Cameroun. Qui puisait dans l'opposition, croyez-moi, c'est une gageure. Je termine par là. Je prends simplement notre projet d'avoir une formation politique. Vous le savez, nous sommes rentrés par Univers. Les problèmes ont commencé avec Univers et on a vu venir. Et Cabral n'a jamais, je parle du leader du PCRN, n'a jamais été foncièrement ambitieux, n'a jamais eu une ambition démesurée, celle d'être forcément à la tête d'une formation politique. C'est la raison pour laquelle, et M. Bissala l'expliquait tout à l'heure, il y a eu des pourparlers interminables avec les responsables du parti Univers pour la seule et bonne raison, et vous pouvez comprendre, qu'ils ne souhaitaient même pas prendre la tête de Univers, mais ils voulaient rentrer dans l'appareil de Univers pour rassurer les camarades qui commençaient à se poser la question. La suggestion a été celle d'être simplement le secrétaire général. Et quand ça n'a pas marché, il l'a rappelé tout à l'heure, on a commencé par l'organisation du mouvement patriotique parce que nous voulions une formation politique, ça n'a pas marché. On est allé avec les citoyens et vous vous rendez compte qu'en agréant ces formations politiques, la demande de la création du parti, les citoyens qui avaient été introduites, tenez-vous bien, en février 2019, jusqu'à date, n'a pas été agréé. C'est vous dire tous les obstacles qui ont été érigés pour que nous n'ayons pas notre appareil politique. C'est compris. Je voulais que les autres disent également un mot sur l'offre. Qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau? Jusqu'à date, il y avait plus de 320 partis politiques, 10 se sont ajoutés. 11, aucun problème, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous apporterez de nouveau? Est-ce que ce foisonnement-là, cette prolifération, cette abondance, ces multiples partis politiques renforcent l'opposition camerounaise ou alors semble diminuer? Bien, merci Ernest. Je me suis toujours posé une question, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait unifier l'opposition camerounaise? Pourquoi est-ce qu'on voudrait que l'opposition camerounaise pense unique face à je vais dire ça comme ça, à la mastodonte de parti État qu'est le RDPC? Pourquoi est-ce qu'on voudrait imposer ça à l'opposition? Peut-être pour être fort, pour combattre. Si vous avez des forces qui sont éparses, vous n'allez pas combattre quelqu'un qui est plus fort que vous. Non, justement, c'est là l'erreur. Et je dis que malheureusement, les médias comprennent justement ce que voudrait faire comprendre le RDPC. Le RDPC voudrait renvoyer justement cette image-là d'une opposition désunie face à ce parti-là qui prend sur lui de conduire le pays d'une certaine façon. Et c'est à bon escient, parce que le RDPC voudrait justement que les autres partis soient discrédités et justement désubstantialisent l'intérêt de la chose politique vis-à-vis de la population. Du coup, les populations se disent à la fin, puisque l'opposition est désunie, il n'y a véritablement que ce parti-là, comme Armand le disait tout à l'heure, sans être des militants véritables de ce parti, vont décider d'accorder justement des voix du crédit à ce parti politique-là, sans toutefois comprendre en fait ce que le parti RDPC propose. Je mets au défi, bon, c'est vrai, ils ne sont pas là,
Mais je mets au défi les Camerounais, qu'ils nous disent, qu'on prenne dans la rue, là, qu'on prenne 10 Camerounais et qu'ils nous disent en quelques mots quelle est l'idéologie du RDPC, ou alors quelles sont les grandes lignes du projet politique du RDPC, si ce n'est un nom, Paul Biya. Si ce n'est un nom, Paul Biya. Donc, on s'est dit, comme M. Bessala le disait tantôt, qu'il faut penser nouveau, il faut faire autrement. Et c'est justement cet autrement que nous nous apportons. Nous voulons des partis spécialisés. Des partis qui apportent justement quelque chose de spécial. Pour nous, par exemple, au Parti des citoyens actifs du Cameroun, on s'est dit qu'il faut former le citoyen. Parce qu'on n'a pas de citoyens au Cameroun. Vous n'avez pas l'intention de prendre le pouvoir, alors? C'est juste la formation des citoyens qui vous intéresse. Pour prendre le pouvoir, il faudrait déjà que le citoyen, le citoyen, oui, comprenne pourquoi est-ce qu'il donne le pouvoir. Il ne faut pas donner le pouvoir pour donner le pouvoir. C'est pour ça que nos pays se trouvent dans la situation où on a l'impression que on a à la tête de nos États des moutons à qui on dicte une façon de faire, une façon de cheminer. Parce que là, ils ne consultent pas le peuple. La preuve, il y a beaucoup d'initiatives ou beaucoup de projets qui sont mis en œuvre dans notre pays sans l'aval, par exemple, du Parlement, qui est cette chambre-là que nous avons tous, que la population a élue pour justement décider en ces lieux et places. Donc, c'est pour dire que on a besoin d'une population qui est davantage formée sur ce qu'elle veut pour elle et pour son devenir. Vous pensez qu'elle n'est pas suffisamment formée? Que dites-vous à ceux qui pensent que les leaders des partis, je ne veux pas les appeler comme les autres, les leaders des partis qui arrivent aujourd'hui, du moins qui ont des formations politiques, sont là pour exister, simplement pour exister. Et après, on a vu, peu avant l'élection présidentielle, il y a eu pratiquement une vingtaine de partis, mettons peut-être de partis politiques qui se sont alliés au RDPC, et il y a certains qui s'en sortent bien avec quelques strapontins. Est-ce que ce n'est pas le projet de certaines formations politiques aujourd'hui? Je ne voudrais pas me faire le juge de ceux-là qui ont décidé de créer des partis politiques. Je voudrais dire, pour notre cas, vous voyez aujourd'hui, c'est le secrétaire général. Vous ne voulez pas entrer au gouvernement dans 2 ans, 3 ans? Mais on entre au gouvernement pourquoi? Est-ce qu'il faut entrer au gouvernement juste pour entrer au gouvernement? Qu'est-ce qu'on propose? S'il faut entrer dans un gouvernement où on ne va jamais rien proposer, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, on se dit, il faut davantage former les masses. Ce que nous avons appelé, ce que nous appelons dans l'offre orange, par exemple, former la masse critique. Il faut rendre suffisamment responsable le citoyen camerounais pour qu'il soit capable de décider de son destin. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Il n'est plus question de laisser des gens décider en vos lieux et places sans vous consulter. Ce n'est pas normal. D'accord, c'est compris. Monsieur Bessala, est-ce que j'ai écouté les raisons d'être qui peuvent expliquer la création de votre formation politique, mais 33 partis politiques, disons 329 partis politiques contre un parti qui est le RDPC, dont les origines viennent de l'UNC. Est-ce que cela favorise un réel combat politique face à ce qu'il appelle lui-même ces géants-là, le RDPC? Est-ce qu'il n'est peut-être pas temps que les partis d'opposition ensemble se réunissent pour avoir une formation politique qui puisse être forte face au RDPC? Oui, avant que de répondre à votre question, qui est fort intéressante, je voudrais peut-être apporter quelques précisions sur l'intellectuation de journalistes en face de moi. Je disais que le financement des partis ne concerne pas tous les partis politiques. Il faut faire très attention, et le décret, la loi de 2000 sur le financement des partis politiques, elle est d'interprétation très sensible quand on est au MINAT. Et quand il faut financer les partis politiques, on les divise d'abord en deux. On fait 50-50. On fait la moitié pour les partis représentés à l'Assemblée nationale et dans les municipalités, c'est-à-dire qui ont moins d'élus. Alors ils ont la moitié d'abord à partager entre eux, et l'autre moitié, on la partage encore entre ceux qui sont déjà à l'Assemblée dans les mairies, plus ceux qui ont participé à la dernière élection et qui ont fait un résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors de la dernière élection du février 2020, ceux qui n'ont pas participé à ces élections-là, donc qui n'ont aucun résultat, ne sont pas concernés. Il y en avait 58. Donc c'est comme ça que ça fonctionne.
C'est pour cela que donc la création d'un parti, ça ne suffit pas pour recevoir les financements. C'est pour ça que je voulais d'abord apporter cette précision, parce que la loi est là, mais ils ne savent pas que généralement il y a une interprétation administrative qui est faite et pour le prorata du financement. Maintenant aussi, il faut que vous sachiez que lorsqu'on va à une élection, pour parler, ce que M. Okol voulait vous dire tout à l'heure est simple. C'est simple. Le financement des partis dépend en fait de ce que vous-même vous apportez. Donc, si vous dites 48 millions qu'ils ont eu à dépenser, par exemple, pour les élections municipales, municipales seulement, ne croyez pas que quand l'État leur a donné, l'État ne leur a pas donné 48 millions au financement, on leur a donné d'abord 24, la moitié, c'est-à-dire avant l'élection. Et après l'élection, la condition était qu'ils atteignent au moins 10%, je crois, quelque chose comme ça. Non, je reste sur les municipales, donc 5%. 5% pour qu'ils aient l'autre moitié. Ça veut dire que là où ils n'ont pas eu 5%, ils perdaient simplement l'autre moitié. En fait, c'est votre argent qu'on vous donne encore pour financer votre propre campagne. Parce que les gens, dans leur esprit, pensent que l'État, il prend l'argent dans une caisse et vient vous donner. Non, non. Si moi, je prends seulement mon petit parti... En plus, le financement intervient un peu... Il est même intervenu en pleine campagne déjà, où les gens avaient déjà dépensé de l'argent et la veille même de l'élection. Donc, il faut faire très attention aussi. Et donc, c'est un peu ça. Pour l'élection législative, il vous a dit 39 millions. Ça veut dire qu'ils ont eu pour moitié seulement... C'est moitié de 39, c'est combien? 18,5. Hein? 19,5, voilà, 19,5. Et s'ils n'ont pas obtenu les 10%, eh ben, ils perdaient l'autre 19,5. C'est la même chose à la présidentielle. 30 millions, on vous donne 15. Et puis, si vous n'avez pas les 10%, c'est ça. Vous perdez toute la cagnotte. Donc, ce n'est pas un argent qui est quelque part et l'État vient y donne. Non, non, ce n'est pas ça. Le seul argent que l'État donne réellement, c'est durant la mandature. C'est-à-dire que depuis 2020, par exemple, tous les partis qui ont eu, pour les municipales, au moins 5%, ont un financement régulier chaque année. Okay? Et pour les législatives, ceux qui ont eu au moins 10%, quelque part, ont un financement régulier chaque année pendant les 5 ans. Ne sont pas concernés tous les autres qui n'étaient pas aux élections. Donc c'est un mode de sanction. Pour arriver à la question que vous avez posée, la prolifération des partis, il faut faire très attention. Sun Tzu l'a toujours dit, c'est-à-dire que même quand on rentre dans les grandes logiques politiques de la Sciences Po, la prolifération ou l'abondance des adversaires fait toujours la force de l'unique adversaire. Il faut le savoir. En politique, plus on est nombreux en face du parti au pouvoir, plus il est fort. Parce qu'il peut diviser. La preuve, c'est que quand il sent... La prolifération profite au RDPC. Profite au parti au pouvoir. Moi, je ne parle pas d'eux parce qu'ils ne sont pas ici, ils ne sont pas là pour se défendre. Donc, je préfère parler en ellipse. Donc, c'est cela que vous voyez. Vous voyez que chaque fois que l'opposition a eu à se recomposer, eh ben, le parti au pouvoir s'est arrangé à diviser. À diviser. Prenons un cas. L'UPC a été divisé avant les élections. C'est-à-dire que le ministre de la Puissance territoriale a pris un acte administratif et a dit, ben voilà, moi, comme il y a tellement de dissensions que certainement eux-mêmes ils avaient encore provoqué dans ce parti, alors je dis que c'est elle qui est le secrétaire national de ce parti, sachant bien que ce n'est pas le bon là. Et puis on s'en va devant le tribunal administratif, sachant qu'on va arriver aux élections municipales législatives où il y aura 2 listes concurrentes à chaque fois. Et le juge, au lieu de chercher à aller au fond, ultra petit, dit simplement, comme il y a 2 UPC, je balaie. Et on voit ce que ça fait. Et ils ont été vénards dans l'Union Ekele, ils ont saisi la balle au bon, ils ont pénétré l'Union Ekele. Voilà ce qui s'est passé. Donc, vous avez vu CPP, c'est la même chose. Donc, c'est ça, en fait. La division arrange toujours le camp d'en face. Mais, allons plus au fond. Moi aussi, j'ai l'habitude de le dire. En entrant en politique, ma petite expérience m'a montré, en fait, que... Et puis aussi, peut-être, quelques-unes de mes randonnées intellectuelles, que... Il ne faut pas toujours considérer en politique les faiblesses de l'adversaire comme étant des faiblesses. Il faut considérer les faiblesses de l'adversaire comme étant vos forces et ses forces comme vos forces. Il faut faire très attention. Quand on parle de ce parti au pouvoir comme géant au pied d'argile, j'ai toujours l'habitude de dire c'est une expression. En fait, dans l'expression géant au pied d'argile, on vous indique déjà même où il faut frapper le géant. C'est dans ses pieds d'argile. Puisqu'en fait, c'est là, ça ne sert à rien de lui sauter au cou, puisque vous allez perdre carrément l'appui sur vos jambes. Vous ne pouvez pas. Donc, il faut frapper en bas. Donc, en fait, la solution est devant nous, mais nous ne la voyons pas. Nous cherchons toujours dans l'opposition des grandes solutions. Il faut, qu'est-ce que les autres racontaient là, créer des histoires, dormir debout en France, partout, taper à gauche, attends. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si vous parlez de la prolifération des partis politiques, je pense que c'est un simple cas pour nous au niveau de Jouvence. On va commencer peut-être dès l'année prochaine. Et j'ai aimé que le président de la République lui-même, il ait dit ça. Il le disait en taquin. Mais moi, je prends toujours ce qu'il dit, même quand il taquine, comme des réalités. Parce qu'en fait, c'est un homme qui a son livre de chevet, Machiavel, et aussi
Cardinal Mazarin, quand vous suivez le président de la République agir, vous comprenez que Mazarin y est pour beaucoup dans sa façon de travailler. Et quand il parlait des petits partis politiques, je me suis amusé quand j'ai vu 10 partis politiques se retrouver dans la fondation d'âme et dire, bon, on va réunir tout le monde, on va faire comme d'habitude. Je me suis dit, ben, de 90, ça n'a pas donné, 92, 97, 2004, ça n'a pas donné, 2011. Mais alors, c'est le bis repetita qui ne donnera rien du tout. Alors, nous autres, comme nous, on se considère, parce qu'à Jouvence, nous, on accepte qu'on ait même un petit parti politique, parce qu'on ne refuse pas cela, c'est ça la réalité. Qu'est-ce que nous, on va faire? On va donc chercher à trouver les autres petits partis politiques. C'est pour ça que je vous m'intéresser, mon voisin immédiat. On va trouver les autres petits partis politiques. Vous l'écoutez déjà, alors. Et on va donc faire cette consonance associative des petits partis politiques. Imaginez que nous soyons 330, arrondissant comme cela. Et 330, ça fait environ 0,90 partis politiques par arrondissement, puisqu'il y en a 360. Et si vous élevez au niveau du département et que vous prenez l'origine du créateur, puisqu'il a dit tout à l'heure, les partis sont davantage, même si on le refuse, sont des davantage communautaires, vous allez vous rendre compte, on a une moyenne de 5 à 6 partis politiques par département, si on prend en considération l'origine du créateur. Alors, pourquoi les partis ne sont pas dynamiques, mon ami d'en face? Parce qu'en fait, certainement, on crée des partis politiques avec de grandes ambitions. Parce qu'on a passé le temps des grandes ambitions, on arrive aux grandes opportunités. Mais quand on a créé un parti politique, la réalité sur le terrain est tout autre. C'est-à-dire, on se rend compte qu'il faut de grands moyens. On pensait que nos frères qui nous disaient avance, avance, avance. Après, quand vous avez créé un parti politique, ils vous disent non, moi j'ai beaucoup de choses à faire. Ça devient compliqué. Parfois aussi, il faut des gros moyens. C'est-à-dire, votre petit salaire ne suffit pas. Pour moi, rien que pour soi, j'ai eu à dépenser, rien que dans mes économies, près de 15 à 20 millions de francs. Vous voyez, mais je l'ai financé de ma poche parce que je ne voulais pas me prostituer. Je me disais que je ne vais pas lier mes mains et puis amener les enfants dans une aventure sans lendemain. Mais c'est ça la réalité sur le terrain. Et quand vous avez donc le parti politique, considérons donc que vous avez 6 à 5 par département selon l'origine du leader. Et comme donc ils sont restés latents, dormants, nous autres, on va faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on va donc voir chaque leader. Puisque vous n'avez pas assez d'argent, concentrez vos petites économies à travailler dans votre communauté locale. Et nous allons donc additionner les résultats des communautés locales pour les échéances qui arrivent. C'est-à-dire que si son leader, je ne sais pas d'où il vient, est peut-être d'accord beaucoup. C'est pas l'Est, là Non, c'est le centre, c'est la Léquier. Non, il est de la Léquier, mais c'est un département. On peut même encore aller plus loin. Bon, dans votre département, vous vous alliez à 5-6, parce que dans votre département, il y a aussi le jeune qui est là-bas, et si tu on les connaît tous. Et ils s'allient, et ils travaillent dans la Léquier, les autres travaillent dans les 58 autres départements, et on fait cette alliance des petits partis politiques. Donc, nous agrégeons les petits résultats, village par village, que vous aurez fait, et on voit comment le parti au pouvoir, grand mastodonte, va donc pêcher dans la grande masse. J'ai pris ça seulement comme un petit fait, pour que vous compreniez qu'en fait, nous pouvons... comme un inconvénient peut être un avantage. Et c'est cela notre politique à jouer, parce que c'est un travail de 500 pages. J'ai eu à travailler cette affaire. J'ai travaillé pour Mme Fawning en 2007, quand elle a perdu les élections en juillet 2007. Je suis allé à Douala 5e, d'ailleurs avec votre leader, avec deux autres que je ne vais pas citer, parce que ce n'était pas de bonnes choses à entendre. Je veux dire que j'ai travaillé dans ce parti. Je suis dans le RDPC depuis, parce que ma famille à moi, c'est depuis 1956, que mon grand-père à moi, il est Mandafi Joseph, conseiller d'André Fouda. En 56, conseiller de Basile. Il a été maire à Yaoundé 3e. Mon oncle a été, même maman a été. Donc, il n'y a pas de raison que je me retrouve dans l'opposition, mais j'y suis. Ça veut dire que je sais où je vais. Et moi, je suis très patient. Je suis très patient. On peut bien dire ce que vous avez dit, des petites choses qui étaient un peu blessantes, mais ça ne me blesse pas parce que je comprends. C'est-à-dire que parfois, quand vous n'avez pas encore fait face à certaines réalités, vous pouvez aller dans des envolées assez intellectuelles, apparentes, mais qui ne le sont pas au fond, et qui ne paraissent pas en fait dire la réalité. Donc je vais sortir, avec votre permission, pour dire que la prolifération des partis politiques n'est pas un désavantage, n'est pas un inconvénient. Elle peut être un avantage et un gros avantage, un très gros avantage, un gros enjeu pour les autres partis s'ils sont intelligents. Et moi je dis toujours que nous le ferons et nous y arriverons. D'accord. Vous vouliez dire... Vous voulez vous défendre? Je ne voudrais pas me défendre. Hein. Je suis sur un plateau de télévision, donc j'estime que celui qu'on doit convaincre, c'est le téléspectateur. Ce n'est pas nos copanélistes. C'est pourquoi je vais je vais concilier, parce que je me fait très bien d'entendre tout à l'heure. J'ai une posture fondamentale, c'est celle de dire que je ne suis pas contre les partis politiques, ni leur foisonnement, encore moins leur existence. Je voudrais que les jeunes s'intéressent plus à la politique. Et pour argumenter, pour appuyer cet argument, je dis que j'ai été également à la course
aux dernières législatives dans le Fundi. Donc, monsieur le guide, je ne suis pas un amuseur. Vous étiez candidat? J'étais tête de liste dans le département de Quelle Fundi formation politique? à la dernière élection législative avec le PADEC. Donc, c'est un secret de Polichinelle. Donc, j'ai été confronté aux 1800 bureaux de vote de la ville de Yaoundé. C'est-à-dire quand vous devez avoir un scrutateur ou 2 par bureau de vote, et rassurez-vous, c'est chaque électeur qui... Le PADEC, c'est le parti de ministre Momo, c'est bien ça? Bien vous êtes allié du RDPC. Tout à fait. Donc, ça c'était, je parle de 2020 là. Oh, très bien. Je comprends. Donc, je maîtrise parfaitement ce que c'est. Vous avez parlé du code électoral, et c'est cet article 58 qui dit qu'en cas d'égalité parfaite entre les listes, c'est la moyenne d'âge la plus élevée qui passe. C'est des éléments que nous avons également portés comme plaidoyer auprès d'Elections Cameroun, y compris, j'allais ajouter autre chose, l'harmonisation des âges de vote. Nous pensons par exemple que si on est capable d'être pénalement responsable à 18 ans, il n'y a pas de raison pour qu'on commence à voter à 21 ans. On peut bien commencer à voter à 18 ans, tout comme on peut être candidat à 18 ans. On vote à 21 ans, on est candidat à 23 ans. On peut être conseiller municipal à partir de 23. La présidentielle, c'est 35, je crois. Les sénatoriales, c'est 40. Donc nous estimons que c'est des dates ou des âges, par exemple, qui ne servent pas la jeunesse ou le génisme en matière de politique. Donc c'est un débat, ou si vous voulez, c'est un combat que nous avons en commun du simple fait de partager la même tranche d'âge, la jeunesse. Donc je ne voudrais pas que sur ce plateau, on me présente comme celui qui minimise les efforts des acteurs politiques actuels qui ont le mérite d'animer notre espace politique. Mais la froideur et l'objectivité de ma position m'imposent une certaine orientation que je ne vais pas trahir parce que je dois plaire. Malheureusement, je vais dire que regardez les consonances de ces différents partis politiques. Il s'agit des partis politiques. Les partis politiques, déjà, c'est une exclusion. Quand vous êtes un parti, ça veut dire que celui qui n'est pas de votre parti, il est à côté. Davantage, je dis, qu'est-ce qui est prospère? C'est des fronts. C'est des mouvements. Regardez même au Cameroun, vous avez un rassemblement. Le rassemblement rassemble plus que le front. Et en troisième position, vous avez une renaissance. Et en quatrième arrive un parti. Donc de tous les temps, y compris même en Afrique, regardez un peu partout, les partis politiques arrivent. C'est un débat intellectuel qu'on peut avoir. J'aimerais qu'on élève le débat à ce niveau intellectuel pour se rendre compte que c'est les mouvements. Et même le parti PCRN, pour arriver à son niveau où il est arrivé, il était obligé, et ils l'ont avoué sur le plateau, je veux dire, M. Okol, qui est une voix autorisée, a dit sur le plateau qu'il s'agissait en fait d'une voie qui n'était pas normale, c'est-à-dire qu'on a été obligé, parce que ça n'a pas marché ici, d'utiliser cela, d'essayer ceci, d'essayer. Et monsieur le parti Jouvence a ajouté même plus tard en disant qu'en créant son parti politique, il n'avait pas l'intention d'être à la tête de son parti politique et qu'il a créé son parti politique. Je crois que vous avez un sérieux problème. Non, je ne peux pas être près de vous et puis vous essayer complètement de tordre les propos que j'ai eu, alors que vous êtes à moins d'un mètre de moi. Vous souffrez de deux choses. Soit vous avez des problèmes d'oreille, vous souffrez de me laisser ou alors. Après, mais je suis très surpris. Vous avez l'art. C'est vrai qu'on est... Mais ne vous donnez pas la latitude de tordre mes propos alors que je suis là. Est-ce que je peux les répéter? C'est pas bon. Parce que j'allais lui lire la loi numéro 2000/015 du 19 décembre 2020 relative au financement public des partis politiques et des campagnes électorales qui, lorsque j'ai essayé de paraphraser tout à l'heure, a conduit à une levée de bouclier de la part de M. Okol qui ne s'en remet pas. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il continue ses... L'article 4 dit ceci. La subvention est une allocation publique servie par l'État à un parti politique pour concourir notamment au fonctionnement de son administration courante, à la diffusion de son programme politique, à la coordination de l'action politique de ses membres, à la préparation aux consultations électorales et enfin à la participation du parti politique aux différentes commissions électorales prévues par la législation en vigueur. Ça veut dire quoi? Qu'à partir d'aujourd'hui, on apprend tous les jours, il faut utiliser cette loi, ce bouclier, pour demander à l'administration territoriale de le faire. Jusqu'à la dernière élection... La loi, vous pensez qu'avec cette loi-là, on peut donner l'argent à un parti qui a été créé la semaine dernière? Bien sûr. Je veux dire, mais la loi, quel est l'énoncé de la loi? Je suis pas financement des partis politiques et des campagnes électorales. Partis politiques et campagnes, c'est clair. Écoutez, on me reproche sur ce plateau d'avoir utilisé une loi. Quel est le rôle de la télévision? Monsieur Amoroko, vous êtes journaliste. Vous savez que la première fonction de la télévision, c'est
d'informer. Donc, si j'utilise un texte de loi qui peut-être n'est pas appliqué, et c'est pas ma faute si c'est pas appliqué, je suis pas ministre de l'administration territoriale, encore moins membre de l'organe qui s'occupe des élections. Je ne suis qu'un observateur. Pourquoi vous vous acharnez contre moi plutôt que contre cette loi qui n'est pas appliquée? Savez-vous, par exemple, que cette loi demande la création d'un comité national chargé notamment de vérifier les différents financements des partis politiques, y compris les 30 millions que vous avez reçus par des voix que vous n'avez pas dit ici, et que certainement on ne saura pas très tôt. Donc écoutez, la politique est quelque chose... la politique, c'est quelque chose d'assez compliqué, c'est quelque chose d'assez qui demande une certaine maturité. Tout à fait, merci pour cette correction. Donc, je dis, la politique, c'est quelque chose d'assez costaud, d'assez fort et sérieux pour que ceux qui s'engagent dans la politique ou ceux qui se lancent dans la politique doivent rassurer. Pas simplement les financiers qui sont généralement des personnes qui poussent à créer des partis politiques. Il a dit tout à l'heure, on m'a dit de créer, mais après ils m'ont dit je ne suis plus avec vous. C'est compris, il nous reste, oui. C'est compris. Ernest Obama, je vais avoir l'impression que j'ai pas vraiment eu l'occasion de dérouler ce que j'avais à dérouler. Mais avec votre permission, bien évidemment, c'est vous le modérateur, permettez-moi de rassurer en disant que d'autres univers politiques, je veux dire notre espace public politique notamment, souffre d'une éducation politique qui n'est pas ancrée, nous sommes d'accord, mais davantage des acteurs qui ont pris la scène, qui ont investi la scène politique aujourd'hui. C'est généralement des acteurs qui ont achevé une première carrière, qui est soit une carrière administrative, soit une carrière de journaliste, soit une autre carrière dans la société civile, et qui pensent que la politique est en réalité la retraite. C'est-à-dire qu'on va à la politique pour se retraiter, pour se reposer, pour remettre un peu en scène son carnet d'adresses et avoir un certain nombre d'avantages. Mais non, la politique, c'est un sacerdoce, c'est toute une vie. Elle ne commence pas lorsque sont finies les relations avec le ministre, M. Okol. Elles doivent commencer depuis très longtemps avant et elles doivent commencer par votre engagement personnel à faire changer les choses et à inspirer les jeunes qui ne demandent que cela. Merci. Vous avez une minute encore, Armand. Non, mais je ne vous dirai pas que vous êtes pitoyable, même si vous l'êtes. On va rester courtois. Je suis courtois. Il est plus discourtois que moi. Vous avez compris? Alors, je vous rappelle que la retraite, elle ne se prend pas à 39 ans. J'ai commencé l'activité politique. Mais vous avez parlé de moi, s'il vous plaît. De la retraite, pas vous avez parlé de moi. Vous êtes jeune. Pourquoi vous sentez que pas de retraite alors que vous avez 35 ans? Vous n'êtes pas seulement discourtois, mais vous êtes mal poli aussi. Bon, vous avez compris? Et ce qui me gêne le plus, c'est que je suis surpris d'entendre quelqu'un qui vient donner des leçons de militantisme et qui milite pour le PADEC. C'est-à-dire chez un commerçant politique, non. Dites-moi, quelle est l'idéologie du PADEC? Y a-t-il seulement une petite idéologie? N'attaquez pas le C'est-à-dire, voici des individus. Et n'attaquez pas les individus. Voici un individu. Vous ne donnez pas de leçons. D'un opportunisme béat. Vous ne donnez pas de leçons. Qui vient ici. Vous débattez sur un sujet qui porte sur le financement. D'accord, on va, s'il vous plaît. Il nous reste 3 minutes à passer ensemble. On a encore une rubrique à servir à nos téléspectateurs. Je peux avoir ma minute. Oui, mais pourvu qu'il n'y ait pas d'attaque personnelle. Et je demande une contre-minute après. Parce que ce qu'il dit est très grave. Sinon, on passe la nuit ici. Hein, si chacun veut ça. Si le plateau se résume aux deux, il y a un problème. Alors, on va d'abord, pour que les esprits se calment, on va d'abord prendre le portrait du jour. Vous le savez, chaque soir, on vous présente un portrait d'une personnalité de notre pays, le Cameroun. Et ce jour, c'est la deuxième personnalité du pays qui est présentée sous la plume de Delphine Asiga. Nyat Djifendi, qui est-il réellement? Suivez. Voici l'homme par qui la décentralisation a pris son envol au Cameroun. Marcel Nyat Djifendi est président du Sénat depuis la création de l'institution en 2013. Il est l'un des collaborateurs fidèles du président Paul Biya. Au gouvernement depuis le 7 septembre 1990, il fait sa première entrée en qualité de ministre du Plan et de l'Aménagement du territoire. 2 ans après, le 9 avril 1992, Marcel Nyat Djifendi est nommé vice-premier ministre chargé des mines, de l'eau et de l'énergie. L'énergie, un domaine dans lequel il est présenté comme calé. Diplômé de l'École supérieure d'électricité de Paris, il fait partie de la première vague des étudiants
revenu au Cameroun après s'être formé à l'étranger. Il est également nanti d'une licence en sciences physiques et mathématiques. Le 31 décembre 1960, il est intégré à la fonction publique au grade d'ingénieur des ponts et chaussées et des services techniques de l'État. À 28 ans, il est détaché à l'énergie électrique au Cameroun comme responsable du bureau d'études. À la création de la Société d'électricité du Cameroun en 1965, il est nommé chef-service d'études et travaux neufs. À ce poste, de 1965 à 1972, seront étudiés et réalisés sous sa conduite les premiers ouvrages de transport, de répartition et de distribution de l'énergie électrique et l'amorce de l'électrification rurale avec des techniques et des matériaux adaptés au contexte local. Eu égard des réalisations mises à son actif, il est appelé à exercer le 1er janvier 1973 les fonctions de directeur général adjoint de l'énergie électrique au Cameroun. Homme pondéré et puissant, avec une bonne dose de charisme, il n'a pas cessé de progresser au sein de l'entreprise dont il a fait ses preuves. De mai 1974 à avril 1984 et de septembre 1989 à juillet 2001, il est directeur général de la SONEL, société créée sous les directives du président Amadou Ahidjo en fusionnant les sociétés préexistantes Enelcam, EDC et Powercam. Marcel Nyadi Fandi a participé à la construction d'importants ouvrages dont les barrages de Bamending, le renforcement de la centrale électrique d'Edea, la construction des centrales hydroélectriques de Sonloulou et de Lac-d'Eau, lesquels ouvrages ont favorisé l'électrification de plus de 2000 villes et villages du Cameroun. Homme politique camerounais, Marcel Nyadi Fandi a été durant 5 ans, de 2002 à 2007, maire de la commune de Baganté, dans le département d'Undé, région de l'ouest du Cameroun. Né le 26 octobre 1934, du haut de ses 86 ans, la deuxième personnalité du pays, demeure un proche collaborateur et fidèle du chef de l'État et du Cameroun. Retour sur le plateau. Armand Ocol s'est calmé avec notre ami André-Marie Dipamou. Je vous rappelle que ce sont des amis. Et après l'émission, peut-être que vous les verrez ensemble. On a été rejoint par Jolie Agathe et Binon. Bonsoir. Bonsoir Ernest et naturellement bonsoir aux panélistes et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Et notre fact-checking du jour, on le commence par, on va en Inde. Les décès de Covid-19 sont comptés depuis quelques heures par minute, vrai ou faux? Totalement vrai, c'est un véritable déluge, une explosion de cas. L'Inde ne contrôle plus la pandémie de Covid-19. Les spécialistes appellent l'Inde est confrontée à ce que les spécialistes appellent le double mutant, le variant B1617, plus mortel que la souche originaire du Covid-19. En une seconde, en Inde, on enregistre 4 contaminations et désormais plus de 2 décès. En une minute, l'UNICEF et l'ONU montent au créneau. Ce week-end, en 24 heures, il y a eu 400 000 contaminations et également 3 915 décès, ce qui ramène le nombre total de contaminations à 21 millions. Un record mondial jamais atteint 21 millions de personnes contaminées actuellement. Un record mondial jamais atteint par aucun pays depuis l'histoire, depuis le début de la pandémie de Covid-19. L'Inde compte 1,3 milliard de personnes et on parle de 2% jusqu'à présent qui ont été vaccinés. Les spécialistes estiment qu'il faudra des mois, voire des années pour que la plupart de la population, sinon la moitié, soit immunisée. Donc c'est une véritable catastrophe. Carnage. Allez, j'étais un peu surpris moi-même hier sur Facebook. J'ai vu le Premier ministre canadien, je crois bien, M. Trudeau, qui la fête des mères. Alors, la fête des mères, c'était hier ou pas?
Alors, Ernest, bon nombre de Camerounais s'y sont prêtés au jeu et pourtant la fête des mères au Cameroun sera célébrée le 30 mai prochain, soit le dernier dimanche de mois du mai. Il faut noter que le moment est célébré dans le monde entier en fonction de chaque pays et des traditions ce qui voudrait simplement dire que le 9, la date d'hier était la célébration de la fête de la mère aux États-Unis, au Danemark, en Belgique et dans nombreux d'autres pays. Aujourd'hui, par contre, le flambeau de cette mère de l'humanité a été porté au Mexique et également en Amérique du Sud. Toujours est-il que la plupart des pays choisissent le mois des mères. On a vu des artistes, par exemple, qui ont souhaité bonne fête de mère à leur maman, d'autres même qui ont offert des présents. Ce qui avait un jour ne suffirait pas pour célébrer les mères, mais tous ceux qui ont déjà offert quelque chose doivent réfléchir à nouveau pour pouvoir offrir un autre présent, le faire le 30 mai en fait. Charlotte Dipanda se filmer avec sa maman. Sa mère est encore en vie. Ça, c'est ce qu'on a mis en commentaire. Ça m'a... Bon, je sais pas, on me dira que l'artiste est libre de chanter ce qu'elle veut, mais maman n'a pas vu. J'ai cru qu'elle était comme nous autres qui n'avons pas nos mères. Mais bon, tant mieux pour elle. Elle arrive à mettre au monde au cours d'un seul accouchement 9 enfants, vrai ou faux? Vrai, Ernest, incroyable, mais vrai, elle s'appelle Alima Cissé, 9, les non-nuplés, 9 enfants. Ouais. Elle s'appelle donc Alima Cissé, 25 ans, la jeune malienne évacuée au Maroc attendait 7 enfants pour finalement mettre au monde des non-nuplés. On parle de 9, dont 5 filles et 4 garçons. La nouvelle a été rendue publique le 4 mai dernier par le ministère de la Santé publique malienne. Alima avait encore été évacuée dans le pays de Mohamed VI pour une meilleure prise en charge. Sa grossesse avait même été volontairement prolongée d'1 mois et 1 semaine, le temps que le fœtus se développe et augmente la chance de survie des enfants. Pour mettre ces derniers au monde, 10 spécialistes ont été sollicités. On parle de 3 gynécologues, de 3 réanimateurs, de 3 réanimateurs néonatologistes et un médecin radiologue. Elle a battu le record mondial avec ses non-nuplés, même si le ministre de la Santé, malienne rassure sur l'état de santé de ces derniers. On ne peut pas véritablement crier victoire parce qu'ils ont été mis dans une couvreuse et quand on sait les complications qui pourraient advenir, ce qu'on ne souhaite d'ailleurs pas. Il me semble qu'il y a un fonds qui a été ouvert au Mali pour venir en aide aux enfants en question. Je le souhaite à Armand qu'il puisse également avoir... Des non-duplés. Quoi du plus? Là, il faudrait que je cherche vraiment. Je connais jusqu'à 9 quand même. Ok, d'accord. On va vous remercier d'avoir été avec nous. On souhaite prompt rétablissement à Janice Kamga, Madame Leray qui est souffrante et on espère qu'elle sera avec nous très vite. On vous dit merci, on se retrouve demain et demain on parlera de la couverture santé universelle. Le gouvernement camerounais a annoncé que dès le mois de juin ce sera possible, mais où en est-on à quelques jours de juin 2021? La couverture santé universelle tant annoncée par le gouvernement camerounais. On prend une respiration à la régie et on met un terme à ce programme. Voilà, mesdames et messieurs, on arrive au terme de ce programme. On va remercier ceux qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci, monsieur le guide, d'avoir été avec nous. Comment on fait pour être militant de Jouvence? C'est comme dans tous les partis. Vous avez Internet, vous avez les coordonnées, et puis vous saisissez, et puis vous allez aussi peut-être dans notre base. On n'est pas encore très implanté vous avez partout. Un siège? On n'est pas encore très implanté partout, mais le siège c'est à Soi, où on a été représenté pour la première fois. On va petit à petit avec nos petits moyens, humblement mais sûrement. Le Parti camerounais, c'est le... Parti des citoyens actifs du Cameroun. Parti des citoyens actifs du Cameroun. Ou alors disons tout simplement les citoyens actifs du Cameroun. Les citoyens actifs du Cameroun. Le président c'est Patrick Etémé. Patrick Etémé, bien sûr, qui se trouve actuellement dans la région, Bertois, dans la région de l'Est,
pour justement des consultations et puis l'installation. Vous avez un siège déjà, votre parti? Le siège est en cours, et pour ceux qui est de Yaoundé, le siège est en cours. Et vous travaillez comment si vous n'avez pas de siège? Non, nous n'avons pas encore le siège officiel, mais nous occupons encore des bureaux qui sont pour l'instant privés. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas avancer ici. Nous avons bien une structure. Donc c'est sérieux quand même votre parti? Oui, bien sûr, c'est sérieux. D'accord. Donc dans les prochains mois, nous aurons un siège identifiable où nous pourrons convier justement la population camerounaise à venir, non pas s'inscrire dans un parti, mais davantage à venir se former à la citoyenneté qui va les engager dans ce qu'ils veulent de ce pays. Mais Ernest, vous me permettrez? Rapidement, parce que terminons, oui, ça va couper. Oui, juste pour dire que nous ne voulons plus véritablement un genre de débat télévisé où nous avons assisté à des pugilats entre les militants de certains partis qui se croient à un moment donné forts et d'autres petits partis politiques. Nous voulons faire la politique autrement et vivement que les partis politiques qui se croient forts nous permettent de faire la politique autrement. Merci beaucoup, Monsieur Dipamou. On vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Armand, on vous remercie également d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Nous souhaitons la bienvenue à ces autres formations politiques. Monsieur aux citoyens et à la jouvence. Croyez-moi, militer au Cameroun, c'est une gageure. D'accord. C'est pour ça que lorsqu'on veut faire de la critique, il faut éviter d'être mal poli, comme certaines personnes. Vous savez, à l'école, c'est la dernière phrase, à l'école, il y avait deux types d'élèves. Il y en avait qui venaient assimiler les leçons, qui comprenaient que l'école leur servirait plus tard, et il y a des élèves qui venaient bûcher, et une fois l'examen passé, ils avaient tout oublié. C'est ceux-là qui se limitent simplement à lire la loi et à croire qu'une fois que la loi est lue, alors elle s'applique automatiquement. Alors je souhaite, puisque nous sommes une télévision de la paix, vous allez vous serrer la main, monsieur. Non, je ne le ferai pas. Non, mais monsieur... Je vous dis que je ne le ferai pas. Je ne serre pas la main aux gens qui sont méprisants vis-à-vis d'autres. On ne peut pas être opportuniste, appartenir à un semblant de parti qui s'appelle le PADEC et venir ici donner l'impression de donner des leçons. Ok, d'accord. On va arranger ça après l'émission. On va dire merci à toute l'équipe de production. On apprend à l'instant le décès de M. Dieudonné Ntep. C'est le DTN de la Fédération camerounaise de cyclisme. M. Ntep, que je connais d'ailleurs très bien, puisque j'étais pendant des années le communicateur de la Fédération camerounaise de cyclisme. J'ai beaucoup un pincement au cœur pour ces filles, notamment Audrey Ntep également, qui apparemment c'est un accident de la circulation qui emporte aujourd'hui Monsieur Ntep, qui était d'abord cycliste lui-même au départ. Il a été l'un des responsables de l'équipe technique de la SNH Vélo Club, et aujourd'hui on apprend qu'il est décédé des suites d'un accident de la circulation. On lui souhaite du moins que la terre de nos ancêtres lui soit légère, et beaucoup de choses pour sa famille qui est nucléaire, qui va certainement souffre déjà de ce départ. On va lire un seul message aujourd'hui, c'est monsieur Samuel Foumou qui dit Ernest, elle est belle ta collègue Ernest Obamanana, est-ce que je peux avoir son contact? On veut le contact. 00 joli Pinon. Si Armand et monsieur Dipamou se saluent rapidement, je vous enverrai le contact. Et comme ça ne risque pas d'arriver. Allez, merci à Verdun Côté, à Sebri, à Kono, à toute l'équipe derrière, mes amis Fouda, Antia. J'ai pas oublié quelqu'un sur le plateau et tout ce qui était là. On va faire un clin d'œil à ma Mécène, c'est un nom de l'Est Cameroun, Mécène, qui était avec nous ici au Cameroun, c'est quelqu'un qui fait dans la pharmacie. Merci à tous, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, demain à 21 h, nous parlerons de la couverture santé universelle. Si vous avez des questions, envoyez vos questions sur la page des B-News, ou alors éventuellement sur ma page Facebook, Ernest Obama Nana. Envoyez vos questions. Demain soir, de 21 h à 22 h 30, on parlera de la couverture santé universelle au Cameroun. Où en est-on? On vous souhaite une bonne suite des programmes, encore une bonne suite, donc une bonne soirée, en compagnie des programmes de B-News. Mesdames et messieurs, le meilleur, c'est ici, nulle part ailleurs. Bien bonsoir.